attendre pour la dernière intervention du colloque. Une fois que les portes sont fermées, ça y est, plus personne ne peut rentrer, donc on peut y aller. Donc en fait, la dernière intervention du colloque qui va être présentée par Eli Ayash, qui est cofondateur et président-directeur général de ITO ou ITO ITO 33, donc une société spécialisée dans l'édition de logiciels, notamment de pricing, qui va nous parler de la volatilité stochastique dans le pricing. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Merci, David. Bonsoir. Merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de parler devant des actuaires. Alors, j'ai la lourde tâche d'essayer de vous distraire, puisque c'est la dernière présentation, surtout après la tempête qui a eu lieu avant la pause. Mais je vais sans doute vous prendre dans un monde étranger à vous, parce que je ne suis ni actuaire, ni économiste, ni académique. Je suis un financier de la pire espèce, puisque je suis un spécialiste des produits dérivés sur action. Donc je vous le dis tout de suite, je vais être assez radical, donc il n'y aura pas de statistiques du tout, puisque finalement les produits dérivés, comme tout le monde sait, regardent vers l'avant, vers le futur, alors que les statistiques, c'est vers l'arrière. Donc tout mon problème sera de vous montrer quelle technologie de pricing. On sait très bien que les modèles de pricing utilisent quand même des modèles statistiques, donc il va y avoir de la statistique au moins comme un épisode interne du modèle, mais tout mon problème c'est de vous dire comment, alors que je n'ai le marché lui-même comme objet, lequel regarde à l'avenir, et par définition je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, comment je vais quand même pouvoir calibrer ces outils. Alors moi, j'ai commencé une carrière de trader d'options sur les PIT, donc sur les marchés à la criée. J'ai eu la chance de commencer exactement le 19 octobre 87, donc, qui était le lundi noir, le crack. Donc j'ai commencé en plein dans l'instabilité suprême, dans le gouffre même lui-même. Et comme pour moi c'était le premier jour, donc quand je suis revenu à la banque ce soir-là, je croyais que tous les jours allaient être comme ça. Donc d'une part. Comme vous savez, ce jour du crack 87 a été en fait la faillite théorique du modèle de Black & Scholes, mais en réalité a été le début, la naissance du marché des options tel que je vous ai en parlé. Donc c'est très intéressant cet événement. Par ailleurs, donc pendant 10 ans j'ai fait ça, puis pendant les 20 années qui ont suivi, puisque le crack c'était il y a 31 ans, j'ai créé une boîte qui se spécialise dans la technologie de pricing des produits dérivés, dont les modèles sont quand même très pointus. Donc les modèles en question de pricing s'adressent au desk de trading de produits dérivés, plus spécifiquement dérivés actions, et même aux market makers. Donc il s'agit bien de gens, de desks dont l'horizon c'est la journée. On ne parle pas d'une longue période, donc ça n'a rien à voir avec les fonds de pension, etc. Donc c'est des market makers qui ont besoin de tourner leur book tous les jours, avec donc la spécificité que je vous ai dite, c'est qu'on n'a que le marché lui-même comme référence, et en même temps le marché est la chose qu'on veut produire puisqu'on est market maker. Donc il y aura dans tout mon propos une sorte de boucle autoréférentielle qui est vertigineuse. Alors à ce propos, justement, j'ai été fasciné par mon titre, parce que instabilité, le titre qui m'a été confié pour finir, instabilité stabilisée, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les stabilités ont été stabilisées, donc c'est fini, ou elles ont été stabilisées, ça veut dire qu'elles vont persister? Finalement, il y a une sorte de paradoxe. Si on les stabilise, les instabilités, vous voyez ce que je veux dire, enfin, parce que, voilà. De la même façon, la volatilité stochastique. Alors, petite remarque, je ne vais parler que de la volatilité des prix d'actifs traités en bourse, hein, donc qu'on soit bien d'accord. Donc ça va peut-être vous paraître étroit comme lucarne, mais c'est ma spécialité. Donc je vais essayer de dire des choses précises, mais qui peut-être auront l'avantage d'être profondes, donc qui pourront nous donner à réfléchir sur peut-être même les fondements de la théorie de la probabilité de la statistique. D'ailleurs, volatilité stochastique elle-même est vertigineuse en tant que telle, parce que si la volatilité qui elle-même mesure la stochasticité d'un prix devient stochastique, où s'arrêter? Pourquoi la volatilité de la volatilité elle-même ne deviendrait-elle pas stochastique? D'ailleurs, dans les marchés, c'est un peu ce qui se passe, parce que la volatilité des indices boursiers, par exemple, soit stochastique, on le sait, puisqu'il y a maintenant des indices de volatilité qui sont traités en bourse, comme le VSTOXX ou le VIX, donc qui sont par définition volatiles, puisque livrés au marché, ils vont être volatiles par définition des marchés. Il y a des options écrites sur le VSTOXX et sur le VIX, donc on parle d'options de deuxième niveau. Donc vous voyez la mise en abîme qui se met en place. Donc très bien, ça confirme le fait que la volatilité est stochastique, mais la volatilité de la volatilité sera stochastique, parce que je vous montrerai des graphes où les options écrites sur le VIX exhibent des patterns de prix qui voudront que la vol de la vol soit stochastique. Donc vous voyez bien qu'on est en plein dans ce vertige dont je vous parle. Donc finalement, mon vrai titre, ça ne va pas être celui-là, ça va être celui-là.
la volatilité stochastique n'existe pas. Pourquoi? Parce que s'il y a la vol de la vol de la vol de la vol jusqu'à l'infini, autant ne pas commencer même la première itération et dire tout d'un coup, bon, très bien, elle n'existe pas. Ou alors, si elle va exister, c'est peut-être dans un autre espace que celui de la statistique. Donc, je vais la reconstruire dans un autre espace qui sera celui étrange. Donc, mon propos vous paraîtra sans doute étrange par endroits, qui sera celui du trading des produits dérivés. Alors, si elle n'existe pas, la volatilité stochastique, qu'est-ce qui existe? Seul existera le modèle dont on parle de la volatilité, à savoir le modèle de Black-Scholes-Merton, qui en 1973 a été la formule magique qui a été à la base de toute la création de l'industrie où je suis, puisque c'est le modèle qui a permis, à partir, je passerai rapidement en revue après, à partir de la simple postulation de ce nombre de la volatilité de l'actif, qui bien sûr dans le modèle original est supposée constante, cette volatilité, ce modèle a permis de pricer absolument toutes les options, non seulement les options qu'on appelle vanille. Je ne sais pas si vous êtes familier avec notre jargon. Vanille, ça veut dire les options d'achat ou les options de vente, call et put, dont les diagrammes sont traditionnels, mais toutes sortes d'options exotiques qu'il y a derrière. Donc, ça, c'est le modèle de Black-Scholes. Donc, seul il existe, et je ne suis pas le seul à dire ça, parce que là, j'ai une première citation de quelqu'un qui est absolument une autorité dans le domaine, puisqu'il s'agit du patron de la recherche de la Société Générale, qui est une des banques les plus actives sur les produits dérivés, et je l'extrais de son livre qui est paru en 2015, donc récent, dont le titre est curieusement Stochastic Volatility Modeling, donc c'est bien un livre où il donne l'état de l'art dans tous les modèles de pricing qu'on a, et il dit « Cela pourrait surprendre beaucoup de gens que malgré l'inconsistance entre la dynamique réelle des prix des actifs financiers et la dynamique log normale idéale postulée par le modèle de Black-Scholes, donc dont la volatilité est constante, que malgré cette inconsistance, ce modèle soit toujours utilisé au quotidien dans les banques pour gérer le risque de leur portefeuille de produits dérivés. » Donc ça montre bien que pour cette personne, il n'y a que le modèle de Black-Scholes, mais vous sentez déjà qu'il y a une tension dans son propos, parce qu'à la fois, c'est le modèle dont la volatilité est constante, mais à la fois utilisé pour gérer le risque. Donc c'est là où je dis que sans doute, il faudra reconstruire la notion de volatilité stochastique ailleurs en concordance avec la réalité, avec la dynamique réelle. Quelque part, on s'en fiche de la dynamique réelle, je veux dire au sens historique, statistique des prix des actifs. C'est autre chose qu'on va regarder. Deuxième citation, qui aussi seul existe, Black-Scholes, Merton, d'Eliette Guément, qui est une professeure de finance et qui est membre d'honneur de l'Institut des actuaires français, qui, elle, je la cite d'un article qu'elle a publié en 1997, donc juste au moment où Black-Scholes et Merton ont eu le prix Nobel. Et son article était une réponse à quelqu'un, dont je ne dirai pas le nom, qui faisait une critique du prix Nobel de Black-Scholes-Merton en disant « Qu'est-ce que c'est que ce prix Nobel d'économie qui est décerné à des personnes dont l'économie est sans risque, parce que finalement, si la volatilité est constante, le marché est complet, tout est redondant, donc il n'y a aucun risque. » Alors, comment c'est possible? À quoi Eliette Guément répond en disant « L'économie de Black-Scholes est risquée par définition. » Donc non, elle n'est pas risquée, elle est risquée par définition, puisqu'on y échange de la volatilité. Et le fait que ce risque soit matérialisé par un seul petit nombre sigma, donc constant, j'entends, le rend palpable et immédiat à ce risque, pour tout un chacun, qui ne peut avoir l'excuse d'avoir été aveuglé par la complexité du modèle. Vous voyez là aussi la tension. Donc à la fois, sigma, parce qu'il est un petit nombre constant, il est palpable, et parce qu'il est palpable, je peux mieux l'échanger. Donc on se demande, l'échanger, ça veut dire qu'il va changer quand même. Donc, mais tout est là. Et surtout, ce qu'elle ne dit pas, c'est que s'il est palpable et immédiat, c'est parce qu'au fond, il est entre les mains de market makers d'options qui, lorsqu'ils vont utiliser le modèle de Black-Scholes, seront en train d'appliquer, comme vous le verrez plus tard, l'algorithme de réplication dynamique du produit dérivé avec le sous-jacent. Donc, ils vont quand même être en train de synthétiser eux-mêmes cette volatilité. Donc, ils l'ont vraiment dans les tripes entre les mains. Donc, c'est pourquoi elle est palpable pour eux. Donc, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a une tension, qu'à la fois on a besoin d'un modèle, mais à la fois, là où on veut faire bouger le modèle, ça va être dans un autre espace, dans une autre réalité que la réalité statistique. Ce sera celle, bien sûr, de la réalité des marchés des produits dérivés eux-mêmes.
Donc, je récapitule ça en disant Black-Scholes-Merton a mis en branle le marché des produits dérivés en allant du prix du sous-jacent, donc volatile, au prix du produit dérivé sans passer par la probabilité. Et je vous indiquerai rapidement comment. Il est trop précieux pour être abandonné, donc pour un modèle plus complexe. Et donc, la conclusion que j'en tire pour l'instant, c'est que donc BSM n'est pas juste un modèle quantitatif, il est autre chose. Il faut interpréter ailleurs que dans le réalisme statistique ou temporel sa simplicité. Et le problème qu'on a sur les mains, c'est comment une grandeur statistique, donc la volatilité sigma, peut être négociée. Parce que statistique, ça veut dire, bon, c'est gravé dans l'histoire, comment ce truc-là peut être négocié, voilà tout notre problème. Et évidemment, vous entendrez des gens qui vous diraient, mais il n'y a pas de problème, c'est juste le marché qui a une sorte de consensus sur ce que sera la volatilité dans le futur historiquement, donc il y aura un consensus et elle finira par converger vers la future volatilité. Mais alors, si ça converge, donc le marché s'arrête. Donc quoi? Moi, je préfère, j'ai écrit 2 livres sur ce sujet d'ailleurs, et dans un de mes derniers articles, ma dernière conclusion, c'est qu'il faut vraiment séparer les 2 mondes. Pour moi, la volatilité statistique, donc au sens des statisticiens, et la volatilité négociable au sens des marchés financiers, appartiennent à 2 registres du temps même différents. Donc, elles sont complètement inconciliables, donc à 2 schémas de pensée complètement différents. Bon, je vous renvoie à l'article, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même des conclusions métaphysiques presque profondes qu'on pourrait tirer au fait que non, ça ne convergera jamais l'une vers l'autre. Donc, je rappelle brièvement la chronologie qui va sous-tendre mon propos. Elliott Gaiman, dans son article, c'était de Bachelier à Black-Scholes-Merton. Donc, évidemment, la date de 1900 est capitale pour notre industrie parce que c'est la date de la publication de la thèse de Louis Bachelier à la Sorbonne, où il a été le premier à parler de mouvement brownien sans l'appeler comme ça, et qui a déjà dans ce livre qui s'appelle La théorie de la spéculation quasiment démontré toutes les formules de pricing des options à quelques détails près. 1973 est une date fondamentale puisque c'est là où Black-Scholes-Merton ont quelque part corrigé ce que Bachelier n'avait pas vu pour vraiment être dans un marché financier. Et donc c'est ce fameux nombre. Là, on parle vraiment de volatilité pour la première fois, alors que Bachelier parlait de rayonnement de la probabilité. Il n'avait même pas, je crois, le nom de mouvement brownien, qui lui ne sera vraiment construit qu'en dans les années 20. Donc Black-Scholes, c'est la notion de volatilité en 73 et 87, c'est ça la date cruciale pour nous absolument, parce que c'est le crack du marché où moi j'ai commencé ma vie, et c'est la naissance de la technologie et post-Black-Scholes, donc ce que dans notre jargon on appelle le smile de volatilité, dont je vous montrerai des images, et qui donc est, comme je l'ai dit, la naissance du marché des options. Pourquoi? Parce que d'après Black-Scholes, tout est redondant, les options n'ont aucune raison d'être, puisqu'on peut les synthétiser avec simplement le sous-jacent. Alors pourquoi y aurait-il un marché d'options si elles ne devaient pas être indépendantes et donc non redondantes? Et ce truc-là a été vraiment, a eu lieu de façon éclatante au moment du crack, et je vous montrerai les images correspondantes. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est le commencement de ma propre carrière dans ces trucs-là. Alors, le plan, rapidement, de mon talk à partir de là, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout. Donc, d'abord, je montrerai la séquence de Bachelier à Black-Scholes-Merton à la volatilité stochastique dans notre industrie. Dans un deuxième temps, je vous dirai comment les modèles de volatilité stochastique, encore une fois, on les utilise, mais il ne faut pas les interpréter statistiquement. Hein. Donc, dans la deuxième étape, j'essaie de vous dire comment ces modèles de vol stochastique sont-ils adaptés vraiment à la réalité du marché des actifs contingents, la réalité du marché des produits dérivés, parce que c'est ça notre seule réalité. Donc je vous dirai comment il faudra critiquer ces modèles. Et dans une troisième partie, mais je doute qu'on ait le temps, peut-être on fera ça avec les questions, je vous ai dit qu'il fallait interpréter Black-Scholes-Merton autrement qu'un modèle statistique, donc j'essaierai de réfléchir sur quelle est la signification réelle de Black-Scholes-Merton. Donc ce sera une sorte de réinterprétation du fondement. Voilà. Alors, petit glossaire pour la suite. Donc, ce que j'appelle actif sous-jacent, c'est vraiment l'actif de base, l'action elle-même qui est négociée en bourse, en anglais underlying asset. Produits dérivés, c'est tous les contrats que la finance invente et qui sont dérivés de cet actif sous-jacent. Donc, typiquement, les contrats futurs qui nous permettent d'acheter à terme cet actif-là, ou les contrats non linéaires comme les options d'achat et les options de vente, dont vous êtes tous familiers des fameux diagrammes. Également, une appellation plus générale, c'est actif contingent, parce que c'est contingent dans l'absolu, pas seulement sur un actif sous-jacent.
Et je distinguerai payoff contingent, ça veut dire ce qui est vraiment écrit dans l'actif contingent comme argent qu'il retourne, alors que l'actif contingent, c'est le contrat lui-même. Bon, voilà. Alors, première partie, de Bachelier à Black-Scholes-Merton à la volatilité stochastique. Alors, je commence par le commencement. Voilà la première page du livre de la thèse de Bachelier paru en 1900. Et donc, je lis les premières phrases. Les influences qui déterminent les mouvements de la bourse sont innombrables. Des événements passés, actuels ou même escomptables, ne présentant souvent aucun rapport apparent avec les variations de la bourse, se répercutent sur son cours. Donc, déjà, il y a l'infini du passé, du présent et du futur. En plus de ça, la bourse agit sur elle-même. Et le mouvement actuel est fonction non seulement des mouvements antérieurs, mais aussi de la position de place. Donc là, vous retrouvez l'autoréférence dont je parlais, donc qui est l'autre infini qui va être intéressant sur la bourse qui ne regarde qu'elle-même. Donc la détermination de ces mouvements se subordonne en conclusion à un nombre infini de facteurs. Donc c'est ça qui en fait va donner plutôt la modélisation statistique, et même mieux que ça en temps continu pour Bachelier, parce qu'il y a un nombre infini de facteurs qui arrivent tout le temps. Donc ça va être lui le premier qui va parler de processus de temps continu. Mais j'allais dire, ça c'est la vision statistique, un peu probabiliste de Bachelier. Et si on tourne la page, on tombe sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, moi, dans l'optique divergente que je vais vous montrer, celle des marchés, des produits dérivés eux-mêmes. Parce que là, la page suivante, Bachelier lui-même dit, en décrivant les opérations de bourse, donc il distingue les opérations fermes et les opérations à prime. Les opérations fermes, c'est d'acheter le contrat à terme, donc c'est ce qu'on appelle les contrats futurs. Et les opérations à prime, c'est en fait les options d'achat et les options de vente. Donc il avait bien, dans ce livre, déjà détecté ces premières classes de produits dérivés, ceux à payoff linéaire et ceux non linéaires. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces opérations-là, négociables en bourse, se combinent à l'infini, d'autant que l'on traite plusieurs sortes de primes à la fois. Donc c'est le deuxième infini, moi, qui m'intéresse, non pas l'infini des causes dont il parlait pour justifier la statistique et le mouvement brownien, mais l'infini de combinaison des produits dérivés eux-mêmes, qui va être l'industrie où je suis. Donc c'est une nouvelle théorie de la spéculation que moi j'aimerais déduire de ça. Alors je passe très rapidement sur qu'est-ce que Bachelier n'avait pas vu et que Black-Scholes ont corrigé, si j'ose dire. Donc Bachelier n'a modélisé que les incréments absolus du cours de l'action sous-jacente en disant que c'était un processus de Wiener. Et il comparait dans son livre le marché à la bourse à un casino où il n'y aurait pas un biais en faveur du casino, mais comme en gros la moitié des gens pensent que ça va monter et l'autre moitié que ça va baisser, donc l'espérance devait être nulle pour lui. La conséquence fâcheuse, c'est que le prix de l'actif dans ce modèle-là peut devenir négatif. Black-Scholes vient de corriger ça en disant c'est les rendements qu'il faut modéliser, parce qu'une action qui vaut 100 € ne va pas bouger d'autant qu'une qui vaut 10 centimes, quoi. Donc c'est les rendements qu'ils vont modéliser. Et puis, premier argument financier, c'est de se dire le rendement va être intéressant. Comme c'est un marché où il y a de l'offre et de la demande, donc les investisseurs n'accepteront pas de ne pas gagner une prime de risque au-dessus du taux sans risque. Donc là, c'est la première idée que c'est financier. Donc le rendement mu devrait être normalement, sinon il y aura arbitrage statistique supérieur au taux d'intérêt sans risque. Et surtout, comme on va parler de marché et de trading, on ne parlera pas de probabilité ou d'espérance mathématique comme le faisait encore Bachelier dans BSM, mais d'arbitrage. Donc la notion financière, c'est l'arbitrage. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Très brièvement, j'ai mentionné l'autoréférence du trading. Donc, ce que Bachelier n'a pas vu, c'est la spécificité de la finance, qui est l'hypothèse de trading de l'actif sous-jacent S. Donc, ce n'est pas un casino où l'aléatoire est tiré par une roulette ou un dispositif quelconque dans l'arrière-monde. Non, c'est l'actif lui-même qui traite. Et la définition du trading pourrait être que, à la fois, le prix de l'actif lui-même produit les futurs lots aléatoires, c'est lui-même qui est la loterie, mais en même temps, il est lui-même le billet pour acheter la loterie dès aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin vraiment de faire un calcul d'espérance pour calculer à quel prix je vais acheter la loterie qui me paye comme lot futur les prix du sous-jacent. Il suffit de l'acheter lui-même. Donc, c'est ça qui va être l'argument à la base du pricing risque neutre chez nous. Donc, vous voyez l'autoréférence là. Deuxième effet de l'autoréférence, les écarts de prix d'un actif produisent de l'argent et avec lequel argent je peux acheter un autre actif. Donc là, c'est l'argument clé qui dit aussi que je vais pouvoir, avec le trading d'un certain actif, répliquer le payoff d'un autre actif. Donc tout ça pour vous dire comment c'est endogène l'aléatoire et l'industrie est endogène en bourse. Donc endogénéité de la spéculation pour parier
où sera dans le futur le prix d'une certaine action, je n'ai pas besoin de faire un pari avec vous. Il suffit, comment spéculer ou parier où se situera à terme le prix de l'actif sous-jacent? Il suffit d'acheter ou de vendre le contrat à terme, dont le prix d'exercice K, le niveau du pari à terme, est déterminé par arbitrage et non pas par la probabilité. Donc, pour vous dire dès aujourd'hui à quel prix je pense que sera le cours futur, ce n'est pas mon opinion qui compte. L'arbitrage m'impose d'emprunter de l'argent à la banque aujourd'hui, d'acheter tout de suite l'action, de la mettre dans un tiroir, et à terme, je vais vous la livrer à un prix qui va être forcément ce que je dois rembourser à la banque à ce moment-là. Donc c'est par arbitrage que je fais ça. Et tout pari, si par exemple vous me dites, mais je veux parier que le cours sera au-dessus de 104, au-dessus de 105, tout pari est réplicable à partir de ce pari élémentaire que je vous ai indiqué. Et encore une fois, l'argument crucial ici est qu'on parle d'argent pour donner de l'argent. Si le prix de la loterie, si vous gagnez votre pari, c'était qu'on vous offrait des fleurs, par exemple, ça ne marcherait pas. C'est bien parce que c'est de l'argent, et c'est avec de l'argent que ça fluctue, que ça marche. Donc, à partir de ça, il est facile de faire la réplication statique du payoff à la maturité T du contrat à terme qui me permet de vous vendre l'actif à terme, comme je vous l'ai dit. Je l'achète dès aujourd'hui en empruntant l'argent et après je vous livre. Et après, donc ça c'est une réplication statique. Et quant aux produits non linéaires, la réplication sera dynamique parce qu'effectivement, le payoff, comme dans ce cas, c'est une option d'achat, donc il va me payer le max entre le cours à terme moins le strike est de 0, donc la réplication sera dynamique. Voilà. Donc, retour au mouvement brownien. Donc ça, c'est le mouvement brownien dont Bachelier avait heuristiquement donné le premier cas, que Black-Scholes ont, comme j'ai dit, corrigé en mouvement brownien géométrique. Donc, mouvement brownien de volatilité sigma. Donc j'ai dit que les formules de pricing étaient presque tout entières, intégralement contenues dans Bachelier, à cela près que ce n'était pas un processus géométrique, et à cela près qu'il n'avait pas la notion du rendement mu qui s'annule dans Black-Scholes, puisque je peux pricer dans la proba risque neutre, mais malgré tout, formellement, les formules sont à peu près les mêmes. Donc Black-Scholes, avec ce coefficient sigma constant, arrive à la conclusion que toutes les options, donc, produits dérivés écrites sur un sous-jacent tel que celui-ci, en l'occurrence, ça c'est une simulation de l'Eurostoxx, sont réplicables et donc on peut les évaluer. Quand je dis toutes, on parle quand même d'un univers assez grand dans notre industrie. Déjà, les options vanille, qui sont les options d'achat et les options de vente, elles sont caractérisées par à quelle échéance vous allez acheter et exercer ce droit. Donc il y a la variable maturité, grand T, et il y a aussi la variable prix d'exercice. Ce droit que vous avez d'acheter à un certain prix, quel est-il ce prix? Ou de vendre à ce prix, quel est-il? Donc ça fait deux variables, grand K et grand T. Donc Black-Scholes ont dit toutes ces options. Sur le S&P, il y en a instantanément 5000 qui traitent, par exemple. Sur l'Eurostoxx, il y en a 1 millier. Ben, toutes sont priçables avec ce nombre sigma que je mets dans ma formule et j'ai tout. Et ça, c'était la situation avant le crack de 87, plus ou moins. Donc entre 73 et 87, toutes ces options, dans toute la variété de leur strike et de leur maturité, étaient pricées avec ce seul nombre. Sans parler des options exotiques. Donc, par exemple, si entre-temps le sous-jacent touche une certaine barrière, vous perdez le droit, etc. On appelle ça une option barrière. Donc, tout était priçable avec ce nombre. Et voilà maintenant la situation actuelle. La situation actuelle, donc, post-87. Donc ça, je vous montre ici le marché des options sur Eurostoxx du 13 septembre 2018. Et donc là, pour revenir à ce que disait Elliott Gaiement sur le fait qu'on s'échange un seul nombre, donc voilà l'autre vue, sigma, le marché préfère quand même, donc si Black-Scholes était vrai, vous auriez une surface plate. Alors que là, ce que je suis en train de vous montrer, là il y a 1000 options, donc les deux axes sont la maturité ici d'aujourd'hui à 3 ans, et l'autre axe, c'est les strikes. Donc, la façon qui est la plus populaire dans le marché de représenter ça, c'est de dire pour chaque option, donc là c'est un instantané que les market makers d'options affichent, pour chaque option, quelle est la volatilité que je devrais mettre dans la formule de Black-Scholes pour retrouver le prix qui est négocié en bourse pour cette option, ce qu'on appelle la volatilité implicite. D'accord ? Donc le marché préfère toujours parler dans ce nombre palpable et simple dont Elliott Gaiement parlait, qui est la volatilité que je mettrai
dans la famille de Black-Scholes pour chaque option. Mais l'ennui, c'est que comme je vous ai dit que 87 a été la naissance du marché des options, chacune maintenant est négociée indépendamment de sa voisine et chacun reflète une volatilité implicite différente de sa voisine, donc en complète contradiction avec l'hypothèse statistique de Black-Scholes. Mais c'est ça la réalité. Donc ça, c'est très bien, mais vous dites, comment maintenant, de façon quantitative, mathématique, rendre compte de ça? Clairement, on a besoin d'améliorer, de pousser les hypothèses de Black-Scholes. Eh bien oui, là, on va utiliser un modèle de volatilité stochastique que je vais vous décrire dans un instant. Donc d'abord, je vous montre ce modèle-là, qui est typiquement un modèle que ma boîte développe depuis bientôt 10 ans et qui est celui qu'on est en train d'installer chez des gens qui font du market making d'options. Donc vous voyez quand même, donc encore une fois, les traits bleus sont les prix acheteurs-vendeurs de chaque option exprimés dans la volatilité implicite de Black-Scholes correspondante. Et là, les traits rouges, c'est ce que mon modèle réussit à expliquer une fois qu'il a été calibré à toutes ces options. Donc vous verrez que j'ai réussi à calibrer quasiment parfaitement le modèle de volatilité stochastique à ce nuage de 1000 options, parce que vous voyez bien que le prix théorique que le modèle me recrache une fois qu'il est calibré passe entre les bien ask. Et la façon dont c'est fait, c'est une sorte d'optimisation. Je recherche les paramètres du modèle qui vont être plus que 1, bien sûr, je vous en parlerai, pour fitter au mieux cette surface de volatilité. D'accord? Mais à ce moment-là, on va entrer dans la problématique du risque de modèle. Parce que c'est très bien de fitter un modèle qui va être complexe, vous en doutez, au prix des vanilles. Première question, est-ce que les paramètres que je vais avoir vont être une solution unique? Et sinon, est-elle stable au cours du temps? Bon, la réponse est tout de suite non, parce que ce genre de modèle, les options vanilles ici ne me donnent que l'information de la distribution de probas à leur maturité, elles ne me disent rien sur les probas conditionnels d'ici là. D'accord? Donc, risque de modèle, c'est quoi? C'est que le fait de dire que ce modèle fit bien la surface des vanilles, mais il n'est peut-être pas le bon modèle. Qu'est-ce que ça veut dire s'il fit déjà les vanilles? C'est qu'il risque de ne pas pricer les options exotiques, les choses suivantes. Alors, quelles sont-elles, par exemple? Elles sont, par exemple, le futur d'indice de volatilité, le VSTOXX, dont je vous montre ici en bleu les cotations. Ben, il se trouve que mon modèle le fit aussi plus ou moins parfaitement. Pourquoi? Parce que le VSTOXX n'est lui-même qu'une combinaison linéaire des options vanille. Donc, si j'ai bien fité les options vanille, je vais bien fitter le VSTOXX. Très bien. Mais la question, c'est est-ce que le VSTOXX, qui est juste une combinaison de vanille, c'est très bien, mais est-ce que ce modèle de volatilité stochastique, puisqu'on parle de vol stochastique, une fois calibré aux options vanille, est-ce qu'il évalue correctement les swaps de variance, par exemple? Parce qu'il y a maintenant un produit très populaire dans les marchés financiers, qui est ce contrat-là, qui vous paye un certain notionnel fois l'écart entre la variance des logs du sous-jacent observé tous les jours, moins un certain strike auquel vous vous êtes entendu avec votre contrepartie. Donc on aimerait bien pouvoir pricer ce genre de modèle correctement. Alors est-ce que c'est oui? La réponse est non, parce que bien que ce modèle-là, bien que ce genre de swap de variance sont devenus très populaires après un fameux papier, donc dans la nouvelle classe de modèles qui parlait de vol stochastique, un papier qui avait dit, ben, très bien, dans un modèle de vol stochastique, on peut répliquer statiquement le variance par des vanilles. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, le VSTOXX est une combinaison de vanilles. En fait, la réalité, c'est que ce payoff-là, ce n'est vrai qu'il sera répliqué par les vanilles que si on fait l'hypothèse que le modèle est un modèle de diffusion, et donc il n'y a pas de saut. Donc, première grosse chose qui arrive, dès lors que les gens, regardez l'ironie, ont commencé à utiliser le modèle qui est venu après Black-Scholes, donc ce qu'on appelle des modèles de vol stochastique, qui leur permettaient donc, en calibrant aux vanilles, comme je l'ai fait, de pricer, soi-disant, d'après les hypothèses du modèle, le swap de variance, qui est en même quelque chose de très liquide. Donc ça a encouragé le marché des swaps de variance, qui sont devenus de plus en plus liquides. Et en fait, on a constaté que leur prix commençait à s'écarter de façon durable, comme je vous le montrerai tout à l'heure, du portefeuille de réplication de vanille. Pourquoi? Parce que finalement, elle est là l'ironie. Ça n'a pas de sens de créer un nouvel instrument financier s'il est vraiment
absolument réplicable par les autres déjà existants. Si on le crée, c'est bien qu'il va refléter un risque orthogonal à ceux qu'il y a avant. Sauf que l'ennui, c'est que je ne peux, moi, le répliquer qu'avec des choses existantes, ce qui a été fait. Et donc là, l'ironie que je décris, c'est qu'une fois que ce modèle de réplication du variance swap avec les vanilles est devenu tellement populaire que leur marché est devenu indépendant, on commence à observer un écart entre ce qu'aurait pu être, ça aurait dû être le prix du variance swap s'il était répliqué absolument par les vanilles, pardon, je reviens en arrière, et les cours de marché en rouge des variance swap eux-mêmes. Et donc pour expliquer ça, parce que n'oubliez pas que nous, nos modèles doivent être calibrés tout le temps au marché, on a compris que c'est parce que le modèle en question n'avait pas pris en compte les sauts possibles sur le sous-jacent, qu'on était resté coincé dans une hypothèse juste de diffusion. Alors plus généralement, donc là je vous ai montré qu'un modèle qu'on pensait calibré aux vanilles n'arrivait pas à pricer correctement ce que j'ai appelé une option exotique, qui était le variance swap lui-même. C'est une option exotique, mais une option exotique plutôt légère, pas vraiment aussi path-dependent que les options barrières ou les options cliquées. Donc plus généralement, le risque de modèle, c'est est-ce que le modèle évaluera-t-il correctement les options exotiques plus complexes? Donc voilà la question. Et pire, pour le market maker d'options vanille, encore une fois, le modèle, comme je vous l'ai dit, ne fait que calibrer les options vanille elles-mêmes. Est-ce qu'il va me donner une stratégie dynamique correcte pour répliquer et pour hedger les options vanille elles-mêmes? Donc la réponse est non, parce qu'il faut contrôler le modèle, parce que c'est une sorte de fuite en avant, puisque je calibre aux vanilles les options exotiques où je crois que mon modèle va les pricer, vont en fait, ces options exotiques, créer un marché à elles propre, par définition, parce qu'elles commencent à être négociées. Elles vont s'écarter par la loi de l'offre et la demande des prévisions du modèle, donc ce qui va amener à critiquer le modèle. Et en même temps, on constate que ce n'est pas non plus évident que, selon que le modèle pricé aux vanilles price ou pas correctement les options exotiques, il va donner des stratégies de couverture différentes pour les vanilles, ce qui est plus grave. Donc je vous montre par exemple, donc je finirai dans 5 minutes par vous montrer le modèle dont je parle, mais donc par exemple, dans cette chaîne de mise en abîme dont je vous parlais, où il faut être sûr que je calibre non seulement aux options de premier niveau, mais toutes les autres, regardez par exemple comment mon modèle price les options qui sont elles-mêmes écrites sur l'indice de volatilité, dont je vais faire varier les maturités. Donc là, on parle des options écrites elles-mêmes sur l'indice de volatilité, donc des options de deuxième niveau. Et sur un marché comme l'Eurostoxx, il y en a quelques centaines qui traitent de façon liquide. Donc vous voyez que mon modèle arrive quand même à passer entre les bid and ask des options sur options. Voilà. Alors, j'arrive vers la fin là, de l'exposé dans le temps que j'ai. J'ai encore quoi, 10 minutes, j'imagine. Voilà. Parce que moi, je vous ai dit, donc, encore une fois, on est dans une situation où la statistique ne me sert à rien. Donc, ce genre de modèle, je ne vais jamais regarder l'historique des cours du sous-jacent pour détecter là la volatilité ou la vol de la vol, ou s'il y a des sauts ou pas. Non, ça ne marche pas. La seule façon de calibrer notre modèle, c'est au prix des options et à tout leur niveau de complexité. Donc vanille, VIX, options sur VIX, etc. Et c'est une sorte de boucle, un peu de feedback, parce que les market makers utilisent le modèle pour eux-mêmes introduire dans le marché, si j'ose dire, de nouveaux instruments financiers. Ces nouveaux instruments financiers commencent à être activement traités et vont s'échapper du modèle. Donc il faudra à ce moment-là recalibrer le modèle sur ce qui était un output du modèle avant, en considérant que c'est un nouveau input qui me sort de l'espace précédent. Donc il faut que ce soit par définition, si je devais stabiliser cette instabilité, il faut que mon modèle soit intelligent, c'est-à-dire qu'il soit adaptable et que ce soit un modèle qui est en quelque sorte composé avec son propre métamodèle. Donc, vous voyez un peu la réflexion. Chaque fois que je vais l'utiliser, il va me sortir de l'espace des possibles précédents. D'abord, j'avais une vol constante avec Black-Scholes. Après crack 87, la volatilité, comme les options ont commencé à traiter chacune dans son coin, j'ai dû adapter un modèle de vol stochastique, donc je suis sorti de l'espace des phases complètement, de l'espace des possibles complètement. J'adopte un modèle de vol stochastique et ça continue, parce qu'après les options écrites sur les options,
Les swaps de variance vont commencer à être traités par le marché qui devient plus sophistiqué. Et il ne faut pas croire que c'est artificiel, il ne faut pas croire que les financiers aiment créer des choses complexes pour arnaquer les gens ou parce que c'est amusant. N'oublions pas que je parle toujours d'un seul sous-jacent, en l'occurrence, par exemple, le S&P ou l'Eurostoxx. Je ne parle pas des CDO et des subprimes et des choses comme ça. Non, si ces nouveaux instruments commencent à être traités, c'est que le marché, ou la nature, si vous voulez, ressent le besoin qu'une nouvelle classe de risque, donc supérieure à celle qu'il y avait avant, commence à être négociée par le marché. Pourquoi ? Parce que chez nous, c'est le marché qui est la seule mesure. Il n'y a pas de statistiques. Donc c'est un peu comme ça que notre réalité fonctionne. Donc la solution, je vous ai dit, c'est un modèle qui va être intelligent. Donc ce ne sera pas un modèle. Je préfère appeler ça plutôt un outil ou une technologie. Parce qu'un modèle, ça va être juste un épisode. J'appellerais modèle un certain snapshot du modèle que j'aurais arrêté à un certain degré de complexité. Mais la technologie est ce qui fait que le modèle sait lui-même dialoguer avec son métamodèle. Donc ce sera un modèle à géométrie variable, comme je l'appelle, qui doit être susceptible d'être calibré au niveau n à toutes les options qui vivent dans cet univers à ce moment-là de complexité, donc disons les vanilles et les options exotiques que j'aurais inventées jusque-là, qui va m'aider à presser des options exotiques de degré n plus 1, donc de complexité suivante, mais potentiellement il doit être susceptible d'être recalibré au prix de celles-ci, parce qu'elles vont augmenter mon espace des possibles, elles vont devenir des données de marché indépendantes du modèle. Donc un modèle à géométrie variable que l'on peut calibrer à toute option exotique. Alors le voici. Donc, voici notre modèle de volatilité stochastique. Donc, je vais vous le décrire là pendant les 10 minutes qui me restent. Donc, il aura l'avantage d'être simple et intuitif, mais ce qu'il y a de, j'allais dire, complexe ou de profond en lui, c'est sa capacité à se morpher dans son métamodèle, si j'ose dire. Donc, qu'est-ce que je vous montre là ? Je vous montre simplement un modèle où je sais que la volatilité ne va pas être constante. Donc, on va la faire bouger entre ce qu'on appelle des régimes de volatilité. Donc, dans le régime 1, qui est par définition le régime où je suis aujourd'hui, elle va valoir quelque chose, et elle va passer à un régime 2, 3, 4 ou 5, donc ce sera une chaîne de Markov, donc avec des intensités. Donc, voici la matrice, voici les intensités des processus de Poisson que j'ai trouvés après calibration, qui me font passer du régime 1 à tous les autres, et puis de tous les autres à tous les autres. Et pour capturer quelque chose de très important dans notre monde, à savoir les sauts, parce que je vous ai dit que pour expliquer les swaps de variance, il fallait dire que ce n'était pas un modèle de diffusion, que le sous-jacent connaît des sauts subites. Donc il faut introduire des sauts sur le sous-jacent, et il faut bien sûr qu'il y ait une corrélation entre les mouvements du sous-jacent et les mouvements de la volatilité. Donc la façon la plus parcimonieuse ou la plus économe de faire ça dans un modèle comme ça d'état discret, c'est de dire que chaque fois que stochastiquement je vais bouger d'un régime à l'autre, donc où je vais avoir un saut sur la volatilité, ben j'aurai en même temps un saut sur le sous-jacent lui-même, donc sur l'action elle-même, sur le S&P. Donc vous voyez bien que en passant du régime 1 à 2, le sous-jacent, et je passe de 1 à 2 en gros tous les 3 ans, puisque l'intensité est de 0,32, et ben le sous-jacent va décrocher de 10%. Et donc, je donne à mon modèle les degrés de liberté qui font que chaque fois que la volatilité bouge, le sous-jacent puisse sauter. Et je vous rappelle que tous ces nombres viennent d'un processus de recherche des paramètres en les calibrant à tout mon univers. Donc là, en calibrant aux 1000 prix d'options vanille que je vous ai montré au début, aux quelques centaines de prix d'options sur VIX que je vous ai montré, aux variance swap qui se traitent dans le marché. Donc je suis en train vraiment d'essayer d'expliquer tout ce monde-là en un seul modèle. Alors vous me direz quel est le pouvoir prédictif du modèle, ça on en parlera plus tard ou peut-être pas du tout. Pour l'instant, ce qui m'intéresse moi, c'est que j'ai un outil de pricing non-arbitrage entre tous ces objets-là que j'ai ici. Alors remarquez par exemple que mon modèle, avec une probabilité de tous les 30 ans, disons avec une intensité ici, vous voyez le pointeur de la souris, de 0,027, me dit que le sous-jacent, donc l'Eurostoxx, peut chuter de 98%. C'est une guerre nucléaire, là, c'est la fin du monde. Ben non, ces risques-là, donc énorme risque, mais très faible probabilité, enfin tous les 30 ans, sont quand même captés par ce genre de modèle. Donc
Vous n'aurez jamais un tel résultat dans des modèles de volatilité stochastique, disons, usuels dans la littérature. Vous voyez bien quand même que des sauts négatifs, disons, plus normaux, moins 20%, ce qui est quand même énorme, parce que ça, c'est le crack de 87, ben, ont lieu tous les 3 ans, d'après mon modèle. Des sauts de moins 44% aussi ont lieu. Mais encore une fois, c'est des sauts qui jouent entre les régimes plus lointains, donc pas tout de suite. Donc, c'est vraiment donc c'est pas des risques, disons, immédiats. Mais vous voyez bien que ça n'a rien de gaussien. J'aurais pu vous montrer les distributions de proba de ces trucs-là. Il y a des fat tails énormes. Donc, c'est bien, donc c'est intéressant. Je ne sais pas combien, vous, actuaires, ça peut vous intéresser, mais quelque part, là, on est en train de dire, j'ai quand même un marché très actif, très gros, très liquide, qui est en train lui-même de me renseigner des choses avec finesse. Non seulement inférer un seul paramètre, la volatilité, mais une description très fine de ce que la volatilité va faire dans le temps et de ce que les sauts eux-mêmes vont faire dans le temps, etc. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette géométrie variable, c'est que le nombre de régimes, donc là, on en a trouvé 5 pour pouvoir rendre compte de l'univers de l'Eurostoxx, parce que j'ai plusieurs niveaux de complexité. J'ai les vanilles, mais j'ai les variance swap, j'ai les VIX, j'ai les options, les VSTOXX, les options sur VSTOXX, etc. Si j'avais eu un marché plus réduit, comme par exemple les indices asiatiques, où il n'y a pas d'options sur l'indice de vol, j'aurais pu avoir un nombre de régimes plus faible. Et donc là aussi, je me permets une autre remarque intéressante. Le fait que notre modèle est non seulement à géométrie variable, mais à expansion variable, c'est-à-dire que le nombre de régimes, je le laisse être déterminé lui-même par la calibration. Là, on sait que sur des marchés aussi riches que ça, il en faut 5. Mais comme je n'ai pas de limitation, lorsque, par exemple, on passera un jour aux options de 3e génération, qui jusqu'à présent, je les pricées comme des outputs du modèle et qui étaient encore à l'état d'output, lorsqu'elles deviendront assez matures dans leur marché pour devenir assez liquides pour s'écarter de moi, elles devront devenir des inputs. À ce moment-là, le modèle va parler avec son métamodèle et je vais sans doute augmenter le nombre de régimes et passer à un nombre supérieur de régimes. La remarque que je voudrais faire, c'est que donc ce n'est pas un modèle. Il faut essayer de prendre un recul et de dire c'est quoi. Quel impact, c'est ça la question qui m'intéresse de façon métaphysique, quel impact ça aurait sur une réflexion plus profonde sur, je ne sais pas moi, les fondements même de la probabilité, de savoir que la technologie en permanence, c'est qu'il n'y a aucune structure stochastique, mais c'est toujours une structure, la seule structure, c'est que la structure peut varier, donc en quelque sorte, c'est toujours que le modèle puisse être recalibré, qui m'intéresse. Donc là, pour finir, je vous tire par exemple un échantillon de trajectoire sur le modèle que je viens de montrer, donc à contraster avec le brownien que je vous ai montré au début. Donc les couleurs sont les différents régimes. Donc là, on a le régime 1 est toujours celui avec lequel je commence. Là, vous ne le voyez pas, si j'augmente un peu l'échelle, vous voyez que j'ai commencé par le régime 1, qui est le régime bleu. Donc là, l'échelle, c'est sur 1 an. Mais là, quand je vous montre sur 5 ans, on ne voit pas qu'on a démarré avec le régime 1. On passe tout de suite au régime 4, puis au régime 3, qui est la couleur verte. Et vous voyez bien que dans cet échantillon que j'ai simulé en tirant mes trajectoires, il y a bien les décrochages violents du sous-jacent. Donc, pour finir, je vous ai dit que les marchés, comme typiquement un indice asiatique, le Hang Seng China Enterprise Index, qui lui, j'ai pris les données du 11 novembre dernier, comme il n'a pas une complexité aussi grande que celle du S&P ou celle de l'Eurostoxx, le modèle que j'utilise, je ne le fit qu'aux vanilles, donc vous voyez que j'arrive à expliquer les vanilles, et dans ce cas-là, je n'ai besoin que de 3 régimes. Et vous voyez bien que dans ce cas, donc ce sera ma dernière remarque, le régime 1 n'est pas seulement constitué d'une volatilité de diffusion et de la proba ou de l'intensité de passer au régime 2, il y a également un saut intrinsèque, deux processus de saut intrinsèque au régime 1 lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que comme la variable d'état chez nous, c'est le régime est quelque chose de vide. C'est une sorte de container, enfin, c'est une sorte de boîte vide où je peux mettre des choses stochastiques. Donc c'est le fait que je parle de régime et que si le modèle, vous imaginez que le lendemain, je vais le recalibrer, donc tous les paramètres que j'ai obtenus,
comment ils vont être le lendemain? Ils vont bouger aussi. Donc si on prend une vision méta sur ça, on peut dire le vrai modèle, c'est un modèle de régime, parce que je vais passer stochastiquement de mon modèle à un modèle suivant, mais pour moi, les régimes de régime, ce sera toujours un nombre de régimes. Donc c'est comme ça que cette variable du régime, qui est une variable vide, dans laquelle je mets des choses, me permet d'avoir cette intelligence où le modèle parle avec son métamodèle. Et c'est comme ça, donc, avec cette structure, qui n'est pas un modèle, qui est une famille de modèles, mais toujours en mouvement, que je pense qu'on répond à comment stabiliser l'instabilité, donc en la perpétuant, parce que finalement, ma seule référence, c'est le marché, et le marché, c'est peut-être l'instabilité ultime, mais peut-être pour ça, c'est la dernière instabilité. C'est-à-dire que si vous avez le marché, vous ne pouvez pas être plus instable, donc c'est bon, vous êtes stable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question ou deux juste avant? Pierre? Une anecdotique et une plus sérieuse. L'anecdotique, le nom de votre entreprise, ITO 33. ITO, je vois ce que ça peut être. Bon, 33. Je l'aime d'ITO. 33 ? Oui. Non, c'était juste pour différencier. On peut penser que c'est l'indicatif téléphonique de la France. Là, Ah, d'accord. Bon, alors la question... On reçoit beaucoup d'appels de l'étranger pour ce genre de... La question plus sérieuse. Oui. Le premier marché organisé d'options qu'il y a eu en France, c'était le Matif. On y avait pris beaucoup de précautions. Il y avait des appels de marge, etc. Les choses se sont libéralisées depuis. Je voudrais savoir, derrière un produit dérivé, il y a un contrat. Et il y a une entreprise qui se porte garant de l'exécution de ce contrat. Bien sûr, enfin, les contreparties. Donc. Oui. Ces contreparties, qui sont-elles et sont-elles toujours solvables? La réponse est non, pas du tout. Là, vous parlez des produits dérivés qu'on appelle OTC, over the counter, donc ils ne sont pas clearés dans un organisme boursier. Moi, je n'ai parlé que des options listées en bourse. Donc là, on peut faire faillite, mais c'est la chambre de clearing qui va assurer en fait la contrepartie. Donc vous serez toujours solvable, vous, si votre contrepartie, d'ailleurs vous ne savez pas qui c'est, parce qu'elle a peut-être vendu, a fait faillite, tant que la bourse elle-même ne fait pas faillite. On sait très bien qu'en 87, elle a failli faire faillite à Chicago. Donc oui, donc la question, je veux dire, moins 98%, tout le monde fait faillite. Hein, je veux dire, donc non, encore une fois, je vous ai dit au début, je vais être très très étroit dans mon exposé. Je ne vais parler que des choses dont le sous-jacent est négociable en bourse. Je n'ai pas pris de sous-jacent genre de dette ou climatique ou n'importe quoi, que négociable en bourse, donc à laquelle s'applique la théorie de Black-Scholes. Et je ne vais parler non plus que de produits dérivés traités en bourse ou traités de façon tellement liquide que c'est presque approchant. On peut très bien, cela dit, ma boîte développe aussi, on est sur les obligations convertibles et récemment sur les cocos bancaires. Donc là, on a aussi toute une réflexion dont je ne parle pas sur le risque de crédit. Hein. Donc on peut modéliser très bien le risque de crédit, de faillite de la contrepartie en introduisant un poisson correspondant, mais ce n'est pas ce que j'ai couvert aujourd'hui. Ce que j'ai compris de votre approche, c'est que elle donnait une explication un peu à la surface de volatilité prise aujourd'hui. Prise à l'instant même. Exactement. Voilà. Et, mais que par exemple, entre deux calibrages aujourd'hui et demain, en fait, les régimes, il n'y a aucune correspondance entre les régimes, ne veulent, non, il n'y a rien. Voilà. Donc du coup, oui. sur la partie stabilité, a-t-on un moyen de projeter, parce que comme assureur, ça nous intéresse un peu, oui, de projeter en fait les prix, les cours même sur du très très moyen terme ou du long terme? La réponse est non, malheureusement. Je vous ai dit que donc, la calibration en question a lieu même plus qu'une fois par jour. Donc là, nous, on a une base de données qui fait ça toutes les 15 minutes. Donc on observe qu'évidemment, les valeurs numériques vont changer dans les régimes, mais on espère qu'elles ne vont pas changer énormément. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir tout d'un coup, de façon inexpliquée, le 4e régime qui devient le 5e, etc. Donc une instabilité au sens où la solution a de multiples minima locaux et on tombe dans le mauvais minima locaux quand je cherche à optimiser. Donc c'est ça le risque. Donc la réponse est que pour stabiliser ça, ça va être une réponse ironique qui va dans mon sens. Pour stabiliser ça, vous n'avez pas d'autre choix que
que de devenir vous-même market maker dans des options exotiques qui n'existent pas encore et faire comme si leur prix existait. Donc on appelle ça des options virtuelles. Parce que si vous calibrez, en plus de calibrer au marché effectif, si vous calibrez en plus votre modèle à des prix fantomatiques d'options plus complexes que vous fixez dans votre modèle, elles vont stabiliser un peu le modèle. Donc elles vont, vous comprenez ce que je veux dire? Donc on ne stabilise pas les paramètres eux-mêmes, mais je stabilise en donnant une sorte d'encre flottante derrière le modèle, qui est que je fais comme si une option écrite sur le swap de variance était traitée dans un marché à un prix que moi je vais, en tant que market maker, nommer, que je vais montrer à personne, j'appelle ça un prix virtuel, et c'est ça, mathématiquement, je peux vous montrer, qui nous aide à stabiliser au moins pendant la journée les calibrations d'une à la suivante. Mais ne me demandez pas ce qui se passera la semaine suivante ou demain. C'est comme une fusée, chaque fois qu'on explose le modèle, on explose, on passe à la minute d'après, il faut tout recommencer. Donc là, c'est pourquoi j'ai parlé à un moment donné d'un temps différent. Il faut peut-être parler d'une métaphysique différente du temps pour comprendre.